Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo consacrée au grand oral du CRFPA. Comme l'indique l'intitulé de la vidéo, j'ai obtenu la note de 18 sur 20 au grand oral. Par la suite, j'ai intégré l'école des avocats en janvier 2021 jusqu'à septembre 2022 et je suis actuellement titulaire du CAPA, donc certificat d'aptitude à la profession d'avocat. J'ai décidé de tourner cette vidéo afin de vous montrer que c'est possible. Parce que c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas spécialement à avoir cette note. J'avais eu aux écrits 10 et quelques. J'étais passée de justesse et surtout, ça me paraissait hyper flou comme épreuve. Et c'est très stressant qu'on se le dise. Donc voilà, c'est pour vous montrer que c'est possible, vous donner mes astuces, mes conseils et puis vous parler aussi de mon oral, comment il s'est passé, le sujet que j'ai eu, les questions. Et puis à la fin, on verra un petit peu le mindset, la motivation dans laquelle je m'étais mise pour réussir cet oral. C'est parti, on commence avec la préparation. Alors moi j'avais commencé à travailler le grand oral un petit peu avant les résultats des écrits parce que je m'étais dit que le programme était quand même assez conséquent. C'est vrai que j'étais pas hyper motivée parce que tant qu'on n'a pas les résultats en main, c'est vrai que c'est pas facile de s'y mettre à 100%, mais je m'étais dit que ça me permettrait un petit peu au moins de me faciliter la tâche. Donc je m'y étais mise 2 semaines, je crois, après les écrits, hein, pas les résultats, 2 semaines après les écrits. Je crois que ça me laissait à peu près un mois. J'avais un manuel de prépa, j'étais chez Prébaro, donc il y avait 2 tomes comme celui-ci. Et je procédais du coup à la lecture des tomes en surlignant. Donc j'avais pas fait de fiche au départ. Je vais vous montrer un passage, donc parfois au surligneur et parfois juste au stylo. Mais voilà, je vais vous montrer au surligneur, c'est plus visible. Donc voilà, je surlignais, j'avais fait une lecture un peu pour comprendre. Alors moi, j'ai pas fait d'impasse sur certaines libertés parce que je considérais que, voilà, on sait jamais. D'ailleurs, moi, j'étais pas spécialement tombée sur un sujet d'actualité. On va en parler juste après, je vais vous expliquer mon oral, comment il s'est passé. Mais voilà, je trouvais que c'était important de voir tout. Et par la suite, je faisais une petite fiche pour avoir la définition. Je prenais chaque liberté séparément. Donc dans le fascicule, il y avait une liberté par fiche. Je prenais la liberté, sa définition, une source légale, ou plusieurs s'il y en a plusieurs, une jurisprudence importante, ou pareil s'il y en a plusieurs. Mais en principe, voilà, on a une grosse JP sur chaque liberté. Et puis une actualité. Donc par rapport à l'actualité, ce que je faisais, c'est que j'allais vite fait regarder sur mon ordi s'il y avait une actu importante par rapport à cette liberté-là. Mais ça, c'était un petit travail rapide quand je regardais la liberté en question. Par la suite, il y avait un autre travail sur l'actu. On va en parler juste après. Ce que je faisais, c'est que je m'étais mis aussi, là, vous avez pareil, un document authentique de ce que je faisais. Donc là, par exemple, au 19 octobre, il me restait 2 semaines. Je savais que j'avais les fiches de 8 à 16 à travailler. Donc, je m'étais écrit 8, 9, 10, etc. jusqu'à 16 et je rayais en fonction des jours. Ça me permettait de voir mon avancée et de me dire que finalement, voilà, c'est moins stressant en fait d'avoir les choses concrètement en face à soi que d'être un peu dans le flou et se dire purée où j'en suis, le programme il est important. Donc voilà, c'est un moyen aussi de s'organiser. D'ailleurs, l'organisation, ça va être hyper important pour votre épreuve. Vous avez quand même un volume qui est important, comme on l'a dit. Il va vraiment falloir que vous vous organisiez, que vous planifiez vos journées. Au niveau de la planification, donc je vais vous montrer après moi comment je faisais. J'avais un petit bullet journal comme celui-ci où je planifiais un petit peu mes journées. Mais j'ai quand même un petit point avant d'alerte à vous mentionner, c'est que votre planification à vous, c'est pas celle de votre voisin. Votre planification à vous, c'est ce qui vous correspond à vous. S'il y a une personne qui travaille de 8h à 22h, tant mieux pour elle. S'il y en a une qui travaille de 8h à 10h et puis reprend à 14h et refinit à 18h, bah voilà, c'est aussi faisable. Ce qui est important, c'est que vous fassiez votre programme et que vous vous y teniez. Ça va être hyper important, sans que ça devienne obsessionnel non plus. Mais voilà, il faut vraiment que vous essayez de vous autodiscipliner par rapport à ça. Donc pour vous donner un exemple, voilà, je faisais mes journées comme ceci. Là c'est pour les écrits, mais voilà, c'était un peu le même principe.
je mettais mes journées, les heures, et puis je me laissais un temps de pause. D'ailleurs, par rapport à ça, essayez de vous laisser quand même des moments pour respirer. Ça, j'y reviendrai à la fin. Organisez vos journées et en fonction de vous. J'insiste dessus. À la limite, déconnectez-vous de tous les groupes WhatsApp, de tous les comptes Insta, les réseaux sociaux, etc. À part ceux qui vont être utiles. Mais s'il s'agit simplement de vous comparer, de dire que vous en êtes à tel point, tel chapitre, que vous avez avancé comme ça ou comme ça, à part être anxiogène, ça va vous servir à rien du tout. Ça va juste vous stresser plus qu'autre chose. Donc, essayez de voir juste votre organisation à vous et votre avancée à vous. Donc, pour résumer, ce qui va être important, ça va être votre organisation. J'y tiens, je vous écris la déconnexion parce que je pense que c'est aussi hyper important. Une fois qu'on s'est organisé, de rester sur son organisation. Alors après, on peut avoir des copains, des copines qui, voilà, des personnes avec qui vous pouvez un petit peu voir votre avancée, des personnes bienveillantes qui vont pas vous mettre le stress, etc. Mais je pense que quand c'est comme ça en groupe, etc., moi, personnellement, je trouve que c'est pas hyper utile. Donc, ok, organisation, déconnexion. Et alors, pour chaque liberté, donc comme je vous l'indiquais, ce qui va être important, c'est que vous voyez une liberté, une source. Donc, une liberté, une source légale, une jurisprudence, une actu. Essayez de faire ça au moins pour chaque liberté. Comme ça, au moins, si vous tombez sur quelque chose ou si vous avez des questions sur quelque chose, vous savez y répondre. Alors, par rapport à l'actualité, j'y reviens. Donc moi, j'avais acheté un petit livre qui concernait l'actualité de l'année. Celui-ci, 1 an d'actualité des libertés fondamentales chez LGDJ. Et donc, il y avait pas mal de thèmes. Donc, je sais que moi, sur mon année, c'était pas mal lié au Covid. Donc, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses, mais il y avait aussi d'autres thèmes comme la surpopulation carcérale, par exemple. Ça m'a été quand même assez utile parce que c'est un petit livre, mais ça vous explique bien les choses. Alors, en dehors de ça, j'écoutais aussi, donc ce qui est bien avec les écoutes, enfin les actus que vous pouvez écouter, c'est que vous pouvez le faire même quand vous avez fini votre journée de travail, quand vous êtes en train de conduire, quand vous êtes en train de cuisiner, vous doucher, qu'importe, vous pouvez écouter ça à n'importe quel moment. Donc moi, j'écoutais Hugo Décrypte parce que je trouvais que ça allait à l'essentiel. J'avais l'actualité du jour, comme il l'indique, en moins de 10 minutes. Donc ça permet d'aller à l'essentiel, d'optimiser son temps. Ce qu'il y a, c'est que dans les chaînes d'information, en général, vous allez avoir des répétitions, des polémiques, etc. qui ne vont pas spécialement vous être utiles. Là, au moins, ça va à l'essentiel. Vous triez vos infos et voilà, c'est efficace. Après ça, quand vous avez un peu plus de temps aussi, j'aimais bien les podcasts de France Culture. Ça, c'est sur des thématiques assez précises. Vous allez voir, vous allez sur leur chaîne YouTube, vous allez sur entretien du jour entretien et questions du jour. Là-dessus, vous avez pas mal de thèmes. Vous ciblez une liberté et vous allez avoir des débats en fait par rapport à ces libertés-là. Et ça peut être intéressant par rapport à la discussion que vous aurez aussi avec le jury. Une fois qu'on a vu ça, ce qui va être important aussi, c'est de vous préparer à l'oral. Bien évidemment, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Si vous êtes tout seul, vous pouvez très bien vous filmer en train de parler, essayer de détecter les tics de langage que vous avez, essayer juste de vous exercer aussi. Vous prenez un thème, un sujet des annales des années précédentes, vous le travaillez, vous essayez de le faire en temps réel. C'est un moyen pour vous de vous exercer. L'épreuve qui est orale et on va regarder votre aptitude à pouvoir argumenter à l'oral. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez un groupe d'amis qui peut vous faire passer ces oraux-là, faire des sortes d'oraux blancs, c'est très bien. Vous prenez un sujet au hasard et puis vous passez devant eux. Et vous leur demandez de vous poser des questions. Aussi, je sais que c'est pas forcément évident tout le temps, vos amis ne sont pas spécialement disponibles et puis des fois vous n'en avez pas qui sont en droit aussi. Donc ce que vous pouvez faire aussi, alors moi c'est un peu plus fun, on va dire, c'est pas sur le plan juridique, c'était vraiment pour m'entraîner sur l'oralité en fait et sur le fait d'argumenter à l'oral sans que ce soit spécialement lié au droit. Mais j'avais une amie qui venait, qui était disponible et donc on s'amusait un petit peu sur mes temps libres
à prendre un sujet au hasard, un sujet d'actualité, un sujet gossip, qu'importe. Et j'essayais d'argumenter. Elle me disait, voilà, il y a ça, défends ça. Et aussi, alors j'avais dit à ma copine d'être... alors elle est infirmière, donc rien à voir. Mais malgré ça, je lui avais dit d'être un petit peu exécrable, de hausser les sourcils, de regarder son téléphone, etc. Parce qu'en fait, j'avais besoin d'habituer aussi mon cerveau à n'importe quoi. À peu importe en fait ce qu'il se passait devant moi. J'avais envie de m'habituer à la contrainte, sans être troublée par ce qu'il y a devant moi. Et du coup, on s'entraînait comme ça, on s'amusait un petit peu. J'essayais d'argumenter sans me laisser perturber, etc. Voilà, c'est un petit exercice, c'est un peu fun. Si vous avez le temps, si vous n'avez pas spécialement de personnes, de groupes de personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Et alors, ce que j'avais fait aussi, donc, quand bien même vous avez des personnes qui ne sont pas dans le domaine du droit, j'avais aussi fait des petites questions qui, elles, étaient tournées sur la culture juridique, culture générale. Et ça, du coup, n'importe qui pouvait me les faire travailler. Dans une enveloppe, j'avais fait pas mal de petits post-it comme celui-ci où j'écrivais la question au niveau du recto et la réponse au verso. Par exemple, quelle est la première femme à avoir prêté serment? Donc voilà, ici je mettais la question et derrière la réponse, évidemment. Et je m'étais fait pas mal de petits post-it comme celui-ci. Ce qui m'était assez utile quand je voulais voir autre chose finalement que mes notes, etc. Mais c'est important que vous fassiez des liens avec ce que vous connaissez. Même s'il y a une question où voilà, vous ne connaissez pas trop la réponse, vous pouvez faire des liens en fait avec ce que vous connaissez. Alors c'est pas tout le temps possible, mais au moins on voit que vous réfléchissez, que vous avez de la culture, que vous savez en fait, que vous savez rebondir. Donc par rapport à l'oral, vraiment il va y avoir l'importance de s'exercer. On en vient au jour J. Je suis hyper contente parce que j'ai retrouvé le sujet que j'avais le jour de l'oral et mon brouillon. Alors j'étais... vraiment, je pensais pas que je pouvais retrouver ça. Je garde des choses chez moi. Franchement, je vous raconte pas. Mais bref, en tout cas, c'est cool. J'ai retrouvé ça. Donc je vais pouvoir vous montrer mes notes, mes vraies notes, du coup, vraiment authentiques, que j'avais sur moi le jour J. Donc ça, c'était le sujet et ça, c'était mon brouillon. Donc au niveau du sujet, j'avais soutenu qu'une personne peut se voir reconnaître plusieurs sexes en droit. Vous pourrez illustrer votre démonstration en vous appuyant sur l'arrêt, etc., etc. Donc il y avait un arrêt qui accompagnait le sujet. C'est vrai qu'au départ, c'est un sujet auquel je ne m'attendais pas du tout. Parce que, alors moi, j'avais dressé la liste des sujets tension de l'année, donc j'étais allée peut-être un peu loin. Mais voilà, j'avais regardé en fonction de l'actualité les sujets qui étaient un peu frais. Et j'avais fait une liste. Donc voilà, sujet tension de l'année, j'avais mis la PMA, la liberté d'association, les gilets jaunes, le droit de grève. Enfin, le droit de grève et les gilets jaunes, justement, ça allait ensemble. Mais le télétravail, bon, on voit très bien que c'est orienté Covid, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, j'avais un peu ciblé certaines libertés. Mais au final, je suis tombée sur le droit d'avoir plusieurs sexes. La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis fait un genre de brainstorming pour essayer de rassembler toutes mes idées, de définir un peu les termes du sujet, parce que ça paraît bête, mais voilà, sexe, ça se définit aussi, ça fait partie de l'identité d'une personne, c'est une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est finalement? Et voilà, j'ai essayé de composer comme ça, de réfléchir à quelle liberté ça renvoyait, parce que, alors, une chose très, 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 très importante, c'est que moi, j'avais appris la Convention européenne des droits de l'homme et la DDHC. Donc, je pense que ça, vous devez aussi les apprendre, au moins les premiers articles, parce que faut que ce soit automatique. Même si vous avez des questions, vous savez renvoyer à certaines libertés. Et là, pareil, moi, j'ai tout de suite renvoyé à la vie privée et familiale, ce qui m'a permis par la suite, une fois que j'avais fait ce travail-là, d'utiliser mon code constitutionnel. Donc, vous allez avoir le droit d'avoir un code constitutionnel avec vous. Et c'est vrai que ça, c'est hyper utile parce que voilà, vous pouvez aller vérifier les jurisprudences en question. Donc, j'avais directement été sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et j'avais trouvé quelque chose par rapport à, voilà, super, je suis dessus, sur l'identité sexuelle avec une jurisprudence qui disait que l'identité, la définition d'une personne
l'identité sexuelle est l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de l'individu. Donc ça avait été reconnu par la Cour en 2002. Et donc ça, j'ai pu avoir, si vous voulez, des sources jurisprudentielles que je pouvais ajouter à mon raisonnement. Et par la suite, une fois que j'avais un petit peu réfléchi à toutes les notions, que voilà, tout ça était un petit peu dans le flou, j'ai essayé de faire un plan qui se veut cohérent. Du coup, moi, j'avais fait mon plan axé sur les libertés, bon, évidemment, les libertés fondamentales. J'avais parlé du droit de ne pas être discriminé, avec l'article 14 de la Convention, et j'avais parlé à la fois de ce volet-là en droit européen, mais aussi en droit français. Et dans ma deuxième partie, j'ai un peu plus parlé de la vie privée et familiale. J'avais illustré avec des arrêts que j'avais trouvés d'ailleurs dans le Code constitutionnel. Alors moi, dans l'arrêt que j'ai eu qui accompagnait le sujet, n'allait pas dans le sens de ce que je devais soutenir, hein, qu'on pouvait avoir plusieurs sexes en droit, ou en tout cas, n'allait pas dans le sens de faciliter, en tout cas de faciliter cela. Mais quoi qu'il en soit, je l'ai quand même intégré en mettant en balance ce qui était possible et ce qui ne l'était pas, en disant quand même que voilà, il y a ces possibilités-là. Et je pense que c'est important en fait que c'est pas parce qu'on vous dit de soutenir quelque chose qu'il n'y a pas de problématique et que vous ne devez pas mettre en avant les tensions qu'il y a par rapport au sujet, les enjeux, etc. Donc essayez vraiment de problématiser le sujet, de réfléchir, même si vous devez soutenir quelque chose. Pour l'aspect un peu plus pratique, j'avais fait une phrase d'accroche. Moi, j'avais appris deux ou trois phrases qui passaient un petit peu partout. C'est un petit peu de la triche, mais voilà. C'était des phrases que je connaissais. J'avais Montesquieu. Là, j'avais utilisé celle-ci. Juste, faites attention, si vous citez quelqu'un, essayez de savoir qui c'est quand même. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Ensuite, j'avais écrit en bas de page « temps » que j'avais encadré au surligneur afin de me souvenir de regarder le temps, de faire attention à ma montre. Ça, je l'avais fait, bon, pas sur la page 2, mais en tout cas 3 et 4. Bien évidemment, vous numérotez vos pages. Mais en tout cas, voilà, ça me permettait aussi, c'était une petite astuce, à prendre ou à laisser, qui me permettait de regarder la montre. Aussi, sur l'aspect toujours un peu plus pratique, je n'écrivais pas sur le verso, afin de tourner directement la page sans me perdre et sans t'embrouiller dans mes feuilles, à tourner comme ceci, etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous le faites déjà, en tout cas ça peut être utile. Et enfin, le plus important, à mon sens, ça a été de surligner mes transitions. Je n'ai surligné rien d'autre parce que pour moi, je trouvais que c'était important de faire suivre au jury notre exposé. Le jury n'a pas votre plan sous les yeux, c'est à vous de driver, c'est à vous de montrer que vous avez quelque chose de cohérent et c'est à vous de lui permettre de pouvoir suivre le fil. Donc je trouve que les transitions par rapport à ça, c'est important. Et puis moi, le fait de les avoir mis comme ça en fluo, ça me permettait d'être un peu plus attentive à ces moments-là, regarder bien le jury, lui montrer que voilà, il y avait du sens. Donc pour résumer par rapport au jour J, essayez, même si le sujet ne vous inspire pas spécialement, de faire un brainstorming de toutes vos idées avant même de regarder vos codes et les documents qui vous sont autorisés. Une fois que vous avez fait ça, essayez de faire un plan qui soit cohérent et lié aux libertés fondamentales. Aussi, ce qui va être important, ça va être vos transitions. Travaillez vos transitions. Et enfin, faites attention à votre montre. C'est important que vous sachiez plaider, enfin en tout cas exposer votre sujet pendant le temps qui vous est imparti. D'ailleurs ça, au niveau du CAPA aussi, par la suite à l'école des avocats, vous allez avoir une épreuve de plaidoirie. C'est la même chose, il faut que vous sachiez plaider durant le temps qui vous est imparti. On va passer sur une partie qui me tient un peu à cœur, sur la partie mindset, état d'esprit, etc. Parce que c'est hyper important. On se dit comme ça que c'est du bullshit, que voilà, ça ne sert à rien, on est jugé sur nos connaissances. Mais en vérité, l'état d'esprit dans lequel vous vous mettez est hyper important. Alors certes, si vous ne connaissez pas une réponse, ce n'est pas votre état d'esprit qui va vous aider. Mais quoi qu'il en soit, l'inverse est possible. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un mauvais état d'esprit et ne pas répondre à une question parce que vous êtes trop stressé ou parce que vous êtes intimidé, que vous vous dites que vous ne pouvez pas réfléchir. C'est l'état d'esprit qui va vous permettre de faire ça. Donc c'est pour ça que c'est important, en amont déjà de l'examen, de vous mettre dans un état d'esprit de winner, dans un état d'esprit dans lequel vous vous dites « Ok, je suis positif, je vais réussir » et visualisez-vous en train de réussir.
Je vous mets même un petit cœur. L'état d'esprit, c'est très important. Ce que vous pouvez faire déjà avant votre examen, avant le jour J, comme je l'ai indiqué, c'est de visualiser votre réussite. Prenez des grands bols d'air frais, allez faire du sport, faites ce que vous voulez, mais essayez de profiter de ça pour aussi vous imaginer en train de réussir. Parce que ça a un impact, mine de rien. On a l'impression que c'est inutile, mais respirez. Même ça oxygène votre cerveau, c'est hyper important. L'alimentation aussi, c'est hyper important. Hydratez-vous, mettez-vous dans de bonnes conditions. Parce que ça compte. C'est un examen qui est éprouvant. Mettez toutes les chances de votre côté. Ensuite, l'état d'esprit, c'est aussi le fait de se dire, ok, je vais poser ma voix, je vais respirer, je vais être à l'aise. Tout ça, le jour J, essayez d'y penser, de vous dire que on va vous écouter, que si vous êtes là, c'est que vous en avez les capacités. Moi, je m'étais écrit sur mon petit bullet journal, donc je vous l'ai présenté tout à l'heure par rapport à l'organisation, mais pas que. C'était un journal qui me servait aussi à écrire, parce que parfois, on a aussi besoin d'écrire les choses. D'ailleurs, il y a des études qui prouvent qu'on les conscientise un peu plus quand on écrit. Et donc moi, je m'étais écrit un peu toutes les craintes que j'avais. Et en face, je m'étais écrit les solutions par rapport à ça, et ça bien en amont de l'examen. Alors d'un côté, donc quelles sont les pires choses qui peuvent m'arriver? J'avais noté ne pas connaître une réponse. En face, j'avais écrit essayer, relié à une liberté, à un raisonnement. C'est vrai que finalement, ça m'a été utile parce que la preuve, mon sujet ne m'inspirait pas du tout, mais au final, essayez toujours de faire quelque chose. Par rapport à la gestion du temps, j'avais écrit que j'avais peur de ne pas pouvoir gérer mon temps. En face, je m'étais écrit interdit, tu as une montre, fais gaffe. Ensuite, j'ai écrit pas de raison et quoi qu'il arrive, tu dois assumer et faire comme si c'était bien. Alors, il y a un peu deux idées là-dedans. Déjà, je m'étais interdit de pas faire attention à ma montre. Alors ça, c'était aussi lié à mon expérience par rapport à la note de synthèse, où j'avais été complètement prise par le temps. Et du coup, en fait, le pire, c'est que c'était même pas sur le fond. J'avais mon plan, j'avais mes idées, mais j'avais pris le temps de rédiger. Et au final, je pensais qu'il me restait 2 heures, mais il ne me restait que 30 minutes. Et j'avais fait un quart du travail. J'en étais à mon 1A, alors qu'il restait le B et la partie 2. Donc c'est vrai que là-dessus ça a été une épreuve de dingue. J'ai dû vraiment écrire rapidement, je n'ai même pas relu mes fautes, etc. Et c'est hyper dommage parce qu'au niveau de l'idée, au niveau du plan, c'était super. Mais voilà, j'ai complètement été prise par le temps, j'ai pas fait attention à ma montre et c'est tant pis pour moi. Donc après au final c'est cool, j'ai eu 10, mais malgré tout, voilà, c'est vrai que ça m'a servi de leçon et je me suis dit non mais interdit. Maintenant, j'ai quand même écrit que quoi qu'il arrive, tu dois assumer. Et ça, c'est aussi une leçon que j'ai tirée de la note de synthèse, c'est que continue quoi qu'il arrive et assume. Ne te dis pas, bon, trop tard, le temps, j'ai pas tenu, bah continue. Mais c'est vrai qu'en amont, quand même, faites attention à votre montre. Ensuite, j'avais écrit bafouiller. En face, j'ai écrit comme solution, ça arrive à tous, il faut se reprendre en main. C'est vrai que moi, j'ai tendance aussi à être un peu perfectionniste parfois et à me dire, il faut que j'emploie tel mot plutôt que tel mot. Si je dis pas ça, ça ne va pas être compris de la même manière. Ou alors, je vais bafouiller et je vais me dire, oh là là, après on s'enfonce et on se dit que notre discours ne veut plus rien dire. Mais en vérité, une fois que vous bafouillez, bah, reprenez-vous. C'est vrai, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. Ou alors, si vous n'avez pas le mot tout de suite, essayez de sortir le mot qui vous vient à l'esprit. C'est peut-être pas celui que vous avez cherché, celui que vous avez tout de suite, mais vaut mieux ça qu'un blanc. Ou à la limite même, prenez le temps de réfléchir. Enfin, je veux dire, si votre blanc il dure trop longtemps, c'est sûr que voilà, dites les choses comme vous les entendez. Mais sinon, posez-vous, prenez le temps de réfléchir. Voilà, c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Et il faut vraiment essayer de dédramatiser ça. Maintenant, c'est sûr, c'est un oral, vous devez parler convenablement, avec un bon langage qui ne soit pas familier. Mais si vous faites une erreur, bah, reprenez-vous. Ensuite, que le sujet ne m'inspire pas. En fait, j'avais mis combien de personnes n'étaient pas inspirées par un sujet, soit créatives. Et c'est vrai que la créativité, c'est hyper important. C'est important, vous avez des connaissances. Mes connaissances ne sont pas les vôtres, vos connaissances ne sont pas les miennes, mais vous pouvez composer quelque chose avec, un peu à la manière d'un peintre, créer quelque chose qui vous ressemble, créer quelque chose où vous avez des idées. Essayez de faire des liens, quelque chose qui soit cohérent. Bien évidemment, on ne vous demande pas d'inventer, mais après, une fois que vous avez des connaissances, le fond, vous savez le faire. Vous savez faire ça, vous avez peut-être un Master 1, un Master 2, vous savez aller à l'école, vous savez reconnaître des sources légales, des sources jurisprudentielles, etc. et utiliser un code. Maintenant, au niveau de votre plan,
Au niveau de votre exposé, soyez créatif. Essayez de montrer que vous savez composer quoi qu'il arrive. En dehors de la visualisation, de l'aspect un peu plus positif, l'état d'esprit, c'est aussi se dire que vous êtes là pour parler, pour avoir un discours, pour être écouté et pour le faire de la meilleure des manières. Faire attention à votre gestuelle, à vos silences, à regarder le jury dans les yeux, etc. Là-dessus, il y avait un livre que j'avais qui était super, c'était La parole est un sport de combat de Bertrand Perrier. D'ailleurs, petite anecdote, mais j'avais rencontré Bertrand Perrier dans mon université à Paris 8, Saint-Denis. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, ça m'avait beaucoup aidé aussi. Il m'avait donné comme conseil de me poser mes mains sur la table parce que je me souviens, je les mettais un peu, j'étais en L2, hein, franchement, ça date un peu, mais je les mettais en dessous de la table. Il avait dit de poser ses mains sur la table, tranquille. Enfin, voilà, c'est vraiment un grand orateur et son livre, il est vraiment super. Alors, je ne vais pas tout vous énumérer, mais en tout cas, il y avait une partie sur le non-verbal. Voilà. Et du coup, dedans, il y avait écrit que des études très sérieuses ont été menées sur cette question et ont conclu que la force de conviction d'un discours passait à 60% par le langage du corps, à 30% par les inflexions de voix et à 10% seulement par les mots eux-mêmes, si ça peut vous rassurer. Donc, essayez aussi physiquement de vous mettre en condition pour que votre discours soit le plus entendu possible et ça passe aussi par le corps, par le mental, par le corps. C'est un tout finalement. Et dernière petite chose avant de terminer, dernier petit conseil, moi j'avais remarqué en lisant les fascicules que les libertés étaient souvent liées au droit pénal ou au droit public. Pas toutes, mais quand même il y avait une majorité de libertés où il y avait ces notions-là. Par rapport au droit public, bon ça allait, puisque du coup du fait de mes études ça me paraissait familier, mais alors le droit pénal j'étais complètement perdue et j'ai remarqué que j'avais des lacunes par rapport à certains termes, etc. Donc ce que j'avais fait, c'est pas obligatoire, hein, c'est voilà, mon conseil. Moi j'avais les petits carrés comme ça, j'avais un carré en procédure pénale et j'avais du coup regardé certaines définitions où j'avais un peu de mal, je sais pas, par exemple par rapport à l'enquête, l'action publique, etc. C'est des choses qu'on apprend, l'instruction aussi, c'est des choses qu'on apprend en licence, mais c'est vrai qu'après, voilà, en master, etc., on les voit plus du tout. On voit la procédure administrative, nous, pour les publicistes, et ça m'était pas très familier. Donc vous, ça peut être autre chose, peut-être qu'en droit public, vous n'êtes pas hyper à l'aise, mais essayez peut-être pas pour toutes les matières, mais en tout cas sur ce qui ressort beaucoup, essayez d'avoir un petit peu des bases pour pouvoir répondre si on vous pose des questions. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. J'ai à cœur que ce soit le cas. Je suis aussi passée par là. Je voulais vous montrer que c'était possible maintenant que le périple est terminé. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire pour me donner votre expérience ou me poser des questions. Et puis courage, croyez en vous. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. À bientôt.